Nous vous proposons ce jour au micro de Anthony Denet, journaliste ImoWeek, une rencontre avec Emmanuel Verroussel, président de SquareSense. Les grands entretiens, un podcast ImoWeek. SquareSense est une start-up dont la finalité est la collecte des données d'un immeuble tertiaire, résidentiel ou co-living. Emmanuel Verroussel nous présente SquareSense et nous parle des objectifs qu'il s'est fixés au moment de la création de sa société. L'origine de la start-up est la transparence. Donc, on se rend compte que dans le monde de l'immobilier, la donnée manque et la donnée est nécessaire pour prendre les bonnes décisions dans la gestion des immeubles. D'où la création de SquareSense par des spécialistes du monde de la gestion de l'immobilier dès le départ. Alors, ce qui est essentiel, c'est quelles données il faut collecter. Et là, on se rend compte que toute la donnée doit être centralisée parce qu'elle se complète. Et c'est la seule manière de donner une transparence sur l'optimisation et la performance d'un immeuble. Donc, les données dont on parle, c'est des données financières, les états locatifs, par exemple, des données d'usage, comme par exemple les consommations, la qualité de l'air, l'eau, et également des données d'occupation. Et ça, c'est toute l'originalité. Nous sommes capables d'analyser en temps réel le niveau d'occupation des immeubles, qui est vraiment le paradigme qui change aujourd'hui. Et justement, pour savoir, par exemple, sur un immeuble, son taux d'occupation, donc savoir justement son taux de vacances également, est-ce qu'il n'y a pas une surconsommation d'énergie par rapport au nombre de personnes qui sont présents à un instant T justement dans un immeuble, c'est vraiment dans un souci d'optimisation générale des usages du bâti. Absolument. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on collecte toutes ces données. Ensuite, par l'intelligence artificielle, on a fait 3 années d'analyse et de recherche à ce sujet, on est capable de croiser toutes ces données, qui sont des données qui sont en général analysées en silo jusqu'à présent. Nous, on est capable de les croiser et d'en sortir des informations très originales, dont, par exemple, les informations liées à la consommation. Ce qui est essentiel à comprendre, ce n'est pas non seulement combien un immeuble consomme par mètre carré, mais c'est combien un immeuble consomme par occupant. Puisque dans nos analyses, nous nous rendons compte que le taux d'occupation des immeubles de bureaux est entre 20 et 40%, ce qui fait que durant des jours de la semaine, et ça dépend entre le lundi et le vendredi, le taux d'occupation dépend, l'occupation d'un immeuble change entre 20 et 60% de taux d'occupation. Et donc, pour ce qui est de la consommation, qui est l'exemple que vous donnez, nous sommes capables de croiser les données d'occupation et les données de consommation, et les deux sont prises en temps réel, et pouvoir envoyer des instructions et des recommandations pour le calibrage des systèmes de ventilation, de chauffage et d'air conditionné, afin de diminuer la facture énergétique. Donc, sur le portefeuille d'actifs que nous avons sur notre plateforme, donc en France et partout en Europe, nous voyons que grâce à ce calibrage en temps réel lié à l'occupation, qui est toute l'originalité de la plateforme, nous arrivons à une diminution des consommations entre 15 et 30%. 30%. Et justement, quand vous dites sur le portefeuille dont vous vous occupez, alors déjà, est-ce que vous pourriez, on va dire, remonter à la genèse de la start-up, donc nous dire quand est-ce qu'elle a été créée et comment se sont établis les premiers contacts? Donc manifestement, vous conseillez aussi bien des clients en France, mais également dans d'autres pays en Europe. Donc comment se sont établis les premiers contacts et aujourd'hui, justement, de quel type d'acteurs de l'immobilier se compose principalement votre portefeuille? Quels sont les principaux acteurs qui font appel à vos services? Bon, d'abord, l'immobilier, c'est d'abord très granulaire en termes de chaque immeuble est différent, donc il faut une connaissance locale, mais également très internationale, et tout se fait à l'échelle. Donc en fait, ce sont des portefeuilles immobiliers qui sont assez larges et qui sont détenus dans différents pays européens, aux États-Unis et en Asie. Donc pour l'instant, nous on se focalise sur l'Europe. On a nos premiers actifs aux États-Unis qui vont entrer
démarrer au début de l'année prochaine et en Asie également. Mais pour ce qui concerne l'Europe, nous, nos clients privilégiés et nos clients pilotes dès la création de la société il y a 4 ans sont une dizaine de gros détenteurs d'actifs immobiliers, pour certains très internationaux, pour d'autres plus locaux. Ils sont d'une part dans le monde du bureau et de l'autre part dans le monde du co-living ou des résidences étudiantes pour lesquelles la valeur ajoutée de la plateforme est supérieure. Ce qu'on fait maintenant, après 3 ans d'existence, nous sommes dans une période depuis 9 mois d'accélération commerciale. Jusqu'à présent, c'était avec un petit groupe de clients pilotes qui nous ont donné un portefeuille important déjà. Maintenant, on est dans la phase d'accélération depuis 9 mois pour acquérir de nouveaux clients. Alors, quels sont ces nouveaux clients? Ce sont, comme les clients initiaux, les grands asset managers, donc les gestionnaires d'actifs, principalement internationaux, mais également les promoteurs. Parce que savoir que les promoteurs sont très friands de notre offre puisque nous leur permettons de prédire ce que va être le marché dans 2 ans et donc la configuration des actifs des nouveaux bâtiments tient compte de nos alertes et de nos recommandations. Ensuite, la troisième catégorie qui se développe, c'est les utilisateurs eux-mêmes, directement les locataires, dont les grands groupes industriels viennent nous voir pour qu'on puisse mesurer en temps réel l'utilisation des immeubles qu'ils occupent. C'est pour ça que la plateforme, initialement, était pour les asset managers, les gros gestionnaires de portefeuilles immobiliers. Donc, nos clients ont plus de 150, tous à la fois, plus de 150 millions à 200 millions de mètres carrés d'actifs à travers le monde. Pas dans nos plateformes, mais les clients. Et maintenant, donc, on évolue et on développe cette plateforme vers de nouveaux types de clients, donc les promoteurs et les usagers. Les particuliers, les usagers. Pas les particuliers, oui. Donc c'est du B2B, donc les sociétés qui occupent les immeubles. Et donc, la plateforme qu'on développe, qui est une plateforme de données, mais on envoie des recommandations et des alertes à nos clients, sur la base de cette plateforme de données, s'adresse également à des locataires qui ont accès à cette plateforme, comme le propriétaire a accès à cette plateforme, comme le serviceur a accès à cette plateforme également. Maintenant que l'on sait exactement quelles sont les attributions de SquareSense, parlons avec Anthony Denet et Emmanuel Verroussel des émissions de CO2 qui, pour le bâtiment, correspondent à 40%, ce qui fait du secteur du bâtiment un secteur particulièrement polluant. Est-ce que les principaux acteurs de l'immobilier, asset managers et autres, font appel au service de SquareSense parce qu'elle garantit une baisse d'environ 15% des consommations? Est-ce que la baisse de la consommation énergétique est la première raison qui motive les grandes entreprises immobilières à faire appel à SquareSense? Réponse de Emmanuel Verroussel. Oui, en fait, l'originalité de la plateforme est de rassembler toutes les données, de les croiser et d'en ajouter des nouvelles. Et les données d'occupation sont essentielles à plusieurs égards. Les données d'occupation sont essentielles pour une adéquation entre les consommations et le nombre de personnes dans un immeuble à un moment donné. Et donc, effectivement, c'est ce qui attire initialement nos clients. Et par la suite, on se rend compte que l'occupation a des effets sur la gestion d'un actif en termes de service qui est rendu, donc la qualité des services qui est rendue. Donc, on informe nos clients à ce sujet, mais également sur les stratégies d'achat et de vente, puisque un bâtiment qui peut être très bien placé avec des beaux locataires, avec tous les services, mais qui est vide ou qui est occupé à 20%, a moins de valeur qu'un bâtiment qui est occupé à 100%. Et donc, cet élément n'est pas connu par les propriétaires ou les gestionnaires qui pensent que, pour beaucoup, on a un locataire, parce qu'on a un locataire, les bâtiments sont occupés, mais en réalité, ce n'est qu'un flux financier et pas un flux d'utilisation. Donc, à la prochaine option de sortie, probablement, ce locataire va partir ou renégocier son bail. Et donc, cet élément de risque et de gestion de portefeuille à grande échelle est très important, en plus de la consommation. Ensuite, ce qu'on regarde, c'est le bien-être des locataires. Donc, en fait, grâce à la donnée, à nouveau, on va pouvoir déterminer, en cas de plainte d'un locataire, ce qu'on appelle le ticketing, combien de temps sont nécessaires pour donner une réponse adéquate à ces demandes des locataires. Et est-ce que c'est satisfaisant, oui ou non? De même, la qualité de l'air, en temps réel, par étage, on calcule la qualité de l'air pour la satisfaction du locataire. Donc, on est parti effectivement d'un élément de consommation et de contrôle des consommations grâce au calcul de l'occupation pour en arriver à la gestion
du portefeuille, l'arbitrage dans ce portefeuille et la qualité de la vie du locataire. Et justement, il y a un terme, un anglicisme, on va dire, nouveau qui s'est un petit peu imposé dans le champ de l'immobilier, c'est le terme de smart building. C'est quelque chose qui est très présent et que l'on entend beaucoup. Et en même temps, on a un petit peu du mal également à le définir précisément. Vous, justement, qui promettez un petit peu ça, enfin, du moins, c'est ce qui compose un petit peu la raison d'être de votre entreprise. Et comment vous pourriez définir, justement, ce terme un peu vague, encore aujourd'hui, de smart building? Alors, c'est effectivement vague, et puis c'est en évolution constante. Donc, c'est un équipement principalement technique qui permet une meilleure exploitation d'un bâtiment par rapport à l'usage précis d'un locataire ou d'un utilisateur dans ce bâtiment. Donc, qui adapte le bâtiment aux besoins du locataire et vice-versa. Donc, c'est des équipements techniques. Alors, ce que nous faisons, nous, SquareSense, n'est pas nécessairement d'équiper les bâtiments. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure que les bâtiments qui sont smart sont utilisés de manière smart. Ça sert à rien de construire des bâtiments smart si les données ne sont pas extraites de cet équipement et utilisées à bon escient pour le bien-être du locataire. Et ce qu'on fait, c'est pour ça que les promoteurs travaillent avec nous, c'est qu'on est capable d'extraire toute cette information grâce à cet équipement smart pour en faire un bâtiment avec une plus grande adéquation par rapport aux besoins du consommateur et dans ce cas-ci, du locataire et de l'utilisateur. Et donc, le concept smart est assez vague, mais ce qui est encore plus vague, c'est comment un immeuble smart est utilisé à bon escient. Et c'est ce que nous permettons de faire. Si l'on résume ce qu'Emmanuel Verroussel vient de nous dire au micro d'Anthony Denet, c'est en fait une question d'adaptabilité et de flexibilité. Un immeuble qui s'adapte aux usages pour être émetteur d'énergie en fonction de l'usage qui en est fait et de faire en sorte, grâce à l'intelligence artificielle, que tout cela se coordonne bien pour que le meilleur usage, le plus économique, soit fait. Emmanuel Verroussel. Voilà, donc on exploite le meilleur de ce que cet équipement technique préexistant peut donner. Et donc, la mesure, par exemple, de l'occupation et le croisement de ces données d'occupation, comme je le disais, avec d'autres types de données que l'équipement smart va permettre de faire apparaître, va donner une meilleure utilisation de cet immeuble. J'avais également une question. Alors là, on n'est plus d'un point de vue juridique, justement, sur l'intelligence artificielle, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de tout ce qui est collecte de données, ce genre de choses. Donc, effectivement, par exemple, quand vous dites que la collecte des données est faite aussi pour améliorer la vie et le quotidien des occupants, à partir de quel moment, justement, la collecte de données, justement, pour nourrir l'intelligence artificielle, est-elle compatible avec un certain droit à l'anonymat? Enfin, voilà, comment vous réussissez à concilier les deux? Parce que je pense qu'on est aussi un petit peu à une frontière aujourd'hui. On a du mal à savoir, entre guillemets, ce qui est légal, ce qui ne l'est pas, et ce qui est possible de faire, et ce qui rentre justement en contradiction avec ce droit à l'anonymat que tout un chacun peut prétendre. Bien sûr, c'est essentiel, évidemment. Il y a deux contraintes. Donc, il y a d'abord, évidemment, ce qui est juridiquement permis et pas permis. Donc là, c'est assez clair. Et puis ensuite, ce qui est accepté et pas accepté. Ce que les locataires, les propriétaires veulent ou ne veulent pas, parce qu'il y a un libre choix qui est là également. Donc, ce que nous faisons par la collecte des données, nous nous assurons que tout soit complètement anonyme. Donc, il n'y a aucun élément intrusif dans la vie individuelle et l'utilisation individuelle par un usager de l'actif. Donc même le calcul de l'occupation des immeubles, il n'y a évidemment pas de caméras et autres, c'est des systèmes de détection de mouvements tels qu'il existe dans les centres commerciaux qui sont utilisés. Donc tout ça, c'est complètement anonymisé. Donc on n'a pas cet aspect intrusif qui peut exister. Ceci dit, il faut à tout moment prêter attention à ces éléments, puisque, comme je dis, il y a un élément juridique, mais également, encore tout aussi important, il y a un élément, qu'est-ce que nos clients veulent. Et donc là, il faut bien suivre la ligne qui nous est donnée. Dernière question, qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter en termes de développement sur les mois ou sur les années qui viennent? Quels sont vraiment le cap que vous vous êtes fixé à moyen et à long terme, justement pour SquareSense, en termes de développement, en termes de nouveaux clients? Enfin, en quelques mots, on va dire, pour conclure cet entretien,
quel horizon Oui. vous dessinez? Alors, pour nous, maintenant que la plateforme et le produit est terminé et stabilisé, donc c'est le développement commercial qu'on regarde, donc le nombre des clients et le nombre d'immeubles mis sur la plateforme par nos clients et la satisfaction de nos clients par rapport aux produits donnés. Bon, le produit, même si stabilisé, est en constante évolution. Donc, l'immobilier, avec les éléments environnementaux, retour au bureau tel que je le mentionnais, les nouveaux modes de vie et de travail, est en changement complet et qui s'accélère de jour en jour. Donc, on doit s'assurer, bien évidemment, que la donnée que nous extrayons de nos immeubles et les recommandations, les alertes que nous donnons à nos clients soient pertinentes pour des prises de décision par rapport à une décision, à une évolution changeante. Donc, de ce côté-là, ce qui est important pour nous, c'est d'être pertinent à tout moment. Premier souhait. Deuxième, c'est l'échelle au niveau de nombre de clients et de portefeuille. Et puis, en termes d'expansion géographique, comme je vous le mentionnais, donc on se consolide en Europe et on va regarder les États-Unis et l'Asie l'année prochaine. Une ambition donc internationale pour Emmanuel Verroussel, que l'on remercie, et pour sa société SquareSense. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.